notre invité politique ce matin, c'est Sébastien Chenu. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous, député du Nord, vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président du Rassemblement national. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, tous les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane, bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Sébastien Chenu, on a appris hier qu'Emmanuel Macron allait s'exprimer jeudi soir aux 20h de TF1 et de France 2 à l'issue des cérémonies de commémoration des 80 ans du débarquement. Il va s'exprimer sur l'actualité internationale, mais également sur la campagne des européennes. À 3 jours du scrutin, est-ce que cette prise de parole est opportune pour vous ? Bon, ça prêterait à sourire si, en fait, ça ne participait pas des mêmes vieilles techniques pourries d'accaparement de l'audiovisuel public à quelques jours d'un scrutin, comme on peut en voir. C'est TF1 aussi, hein. Oui, et national d'ailleurs, enfin des chaînes nationales plutôt que uniquement publiques d'ailleurs. On voit le président qui s'impose pour sauver à tout prix le soldat Valéry Hayé, qui coule. Alors, il faut essayer de faire quelque chose, et donc le président de la République rentre à nouveau dans l'arène, revient dans l'arène. Mais ça dit quelque chose au-delà de cet aspect un peu piteux, c'est que s'il s'implique, il devra rendre des comptes. Voyez-vous, à partir du moment où le président de la République vient à ce point dans le débat des élections européennes, il faudra qu'il tire des conséquences si la liste qu'il soutient n'est pas à la hauteur des enjeux, ou en tous les cas des résultats qu'il est en droit d'attendre. Lesquels ? Parce que si la liste Hayé est battue, pour être très clair, il faut qu'Emmanuel Macron tire des conséquences politiques de tout ça. Quelles conséquences ? Qu'il dissolve, qu'il revienne vers les Français, parce que si, comme dans de nombreux sondages, on s'aperçoit que Valéry Hayé est très loin derrière l'opposition et derrière la liste de Jordan Bardella, ça veut dire que les Français ne font plus confiance en Emmanuel Macron, en sa majorité, en ses représentants, et donc il faut revenir vers les Français pour leur redemander à qui ils veulent donner leur confiance, et donc c'est la chose la plus normale qui soit. Il y a un impact national, évidemment, dans cette élection européenne. On va revenir sur cette campagne des européennes, mais juste sur sa prise de parole de jeudi soir. Est-ce que le Rassemblement national va saisir l'Arcom ? Écoutez, nous ne l'excluons pas. Il faudra voir ce que le président de la République raconte, parce que c'est le discours du président de la République, comme la dernière fois qu'il est intervenu, qui mérite d'être associé ou pas à une. Donc vous les saisirez a posteriori en fonction de ce qu'il dit ? On va voir ce qu'il raconte, mais enfin. Aujourd'hui, on voit bien que le président de la République prend ce prétexte de parler de l'international pour en réalité parler de l'Europe et faire passer des messages en pleine campagne électorale. Donc je pense qu'a priori, nous ne l'excluons pas. Mais on se fait pas. Mais ça va dépendre de ce qu'il dit. Ça va dépendre de ce qu'il dit, oui, évidemment. Donc vous ne les saisirez pas avant jeudi soir ? Je pense qu'il faut attendre d'écouter Emmanuel Macron, mais il y a peu de suspense sur ça. Mais si vous voulez, je pense aussi que ça peut se retourner contre Emmanuel Macron. C'est-à-dire que le président de la République ne mesure même pas à quel point il est démonétisé, à quel point sa parole suscite le rejet chez les Français, à quel point les Français sont irrités par ce président injuste, incapable, arrogant. Et moi, je pense qu'il rend un mauvais service à Valéry Hayé. Est-ce que vous demandez en compensation une exposition équivalente pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella ? Mais vous savez, nous ne l'aurons pas. Nous sommes à 5 jours des élections européennes. On a bien compris que le président de la République use un peu de vieilles méthodes. C'est-à-dire que, vous savez, c'est vraiment le pire de la droite et de la gauche, quoi. C'était un président de la République qui devait tout révolutionner, être jeune, montrer qu'il avait des méthodes différentes, écouter les Français, ne pas mépriser ses adversaires. Je me souviens, moi, de tous ces propos. Et on a un président de la République qui bricole à quelques jours de l'élection, qui s'impose sur les chaînes de télévision. Enfin, vraiment, il y a un côté à l'ancienne qui en dit long sur l'état d'esprit et puis sur la fébrilité aussi de cette majorité. Parce que s'il fait ça, c'est qu'ils ont peur. Ils ont raison d'avoir peur. La claque électorale que les Français vont leur infliger va être, et je le souhaite, très sévère. On va revenir sur la campagne des européennes. D'abord, 2 questions internationales en rapport avec le 6 juin. Oui, déjà, sur les 80 ans, effectivement, du débarquement, j'ai cru comprendre que vous auriez été favorable à ce que Emmanuel Macron invite Vladimir Poutine pour ces commémorations. Vous pensez qu'il y a encore matière à discuter avec le président russe ? En fait, c'est pas inviter Vladimir Poutine qui est intéressant, c'est inviter la Russie. Moi, j'ai aucune tendresse pour Vladimir Poutine, aucune tendresse pour ce dirigeant qui bouscule les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme en agressant l'Ukraine. Mais à un moment, nous l'avons dit, il faudra bien mettre
tous les participants à ce conflit autour de la table. Et il y avait déjà eu... Mais là, c'était le moment, le 6 juin, en 2014, il avait déjà envahi la Crimée lorsqu'il était venu à des commémorations. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de moment, il y a des vies humaines qui sont en jeu tous les jours. Il y a des soldats qui tombent, il y a des civils qui meurent. Donc, cette guerre nécessite de ne pas perdre de temps. Il faut discuter avec la Russie, il faut discuter avec Vladimir Poutine. À un moment, oui, on est obligé, parce que sinon... Parce que pour l'instant, ça n'a pas été conclu. Pour préciser, c'est pas inviter Vladimir Poutine. Vous n'auriez pas souhaité qu'il invite Vladimir Poutine, mais la Russie. Il pourrait d'ailleurs, il aurait pu éventuellement se faire représenter par un ministre des Affaires étrangères. Mais je veux dire, à un moment, tout ça, où ça se termine par une guerre, puisque l'Ukraine ne peut pas gagner militairement si elle n'est pas appuyée par l'ONU, et donc ça veut dire la France entre dans le conflit. Donc c'est une guerre, on n'en mesure pas les conséquences, et nous n'irons pas mener les guerres qui ne nous concernent pas, ou alors ça se termine autour d'une table. Et si ça se termine autour d'une table, la nécessité d'avoir la Russie me semble évidente. Donc on aurait pu essayer de se diriger vers une conférence de la paix. Minsk, c'était né de ça aussi, hein, et la France était à la manœuvre pour les accords de Minsk en fin 2014 de mémoire. C'était né sur une rencontre internationale qui a débouché sur des accords. Donc c'était l'occasion, je crois, que les participants se rencontrent et puis en marge des manifestations officielles se parlent et peut-être ébauchent, trouvent le début des voies du commencement d'une sortie du conflit. Mais ça, le 6 juin, c'était le bon jour ? C'est un jour, c'était la possibilité en termes d'agenda qu'ils se rencontrent tous. Les possibilités que les dirigeants internationaux se rencontrent pour parler de la situation Russie-Ukraine, elles sont faibles, encore plus en présence de la Russie. Il y avait cette possibilité à saisir. Il ne s'agissait pas d'accueillir, encore une fois, Vladimir Poutine comme étant un leader international ressemblant aux autres. Il ne ressemble pas aux autres. Il est belliqueux, il touche au droit international, mais il s'agissait de se saisir d'une opportunité. Il y a assez peu d'alternatives, hein, cela dit, c'était lui ou rien, vous le savez. Oui, enfin, ça pourrait être un de ses représentants. Une autre question, Fabrice. C'était possible. Je voudrais avoir votre réaction à ces 5 cercueils qui ont été retrouvés au pied de la Tour Eiffel. 3 personnes ont été interpellées. Comment vous analysez cette remise en cause de la politique de la France en Ukraine aujourd'hui par manifestement des activistes probablement russes sans... Oui, probablement. Bon, écoutez, il y a une volonté en tous les cas d'essayer, et la Russie le fait, de manipuler l'opinion publique. Donc, mais l'opinion publique n'est manipulable qu'à une condition, c'est que les positions de ses gouvernants ne soient pas claires. Or, je pense que Emmanuel Macron ne prend pas suffisamment d'initiatives pour essayer de sortir du conflit russo-ukrainien. Et je pense que c'est la faiblesse ou l'inconstance des positions d'Emmanuel Macron. Un coup, il veut envoyer des soldats français, un coup, il recule, qui sème le trouble et qui peut semer le trouble dans l'opinion publique. Nous avons un discours clair. On veut sortir par la voie diplomatique. Emmanuel Macron... Mais en quoi il recule ? Sur quel point il recule ? Écoutez, un jour, il vous dit qu'il va envoyer des soldats, un jour, il vous dit... Il a dit qu'il ne fallait pas l'exclure. Et un jour, il vous dit qu'il ne faut pas l'exclure, puis il dit, on l'avait vu, ça avait été rapporté la nuit à l'Élysée, avec un verre de whisky à la main, je vais envoyer des gars, on ne pourra pas faire autrement. Enfin, tout ça n'est pas très constant. Tout ça est un peu désinvolte aussi. Mais surtout, tout ça est effrayant. Nous disons, nous n'enverrons pas les fils de France combattre en Ukraine. Nous n'enverrons pas des jeunes hommes combattre en Ukraine. La solution, elle est forcément diplomatique. Alors, on revient à la campagne des Européennes et sur un tweet du Rassemblement National qui a fait polémique, on va le voir. Sur son compte Twitter, le Rassemblement National a publié ce message « Je suis gendarme le 9 juin, je vote Bardella », accompagné de cette photo. Et le directeur de la gendarmerie vous a répondu, je le cite, « Vous semblez ignorer que le statut militaire interdit ce genre de message et le moins qu'on puisse attendre, c'est que vous respectiez le gendarme et son statut dans ces périodes où son engagement peut le conduire aux pires conséquences. Ce message est inadmissible. » Est-ce que vous regrettez ce tweet du Rassemblement National, vous qui êtes vice-président du parti? Est-ce que c'est une faute? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette polémique ridicule? Les gendarmes, individuellement, respectent le droit de réserve, tous. Ils travaillent d'une façon totalement dévouée et impartiale à la sécurité du pays. Mais ils votent, on le voit dans toutes les études, majoritairement, très fortement, pour le Rassemblement National. Les gendarmes, les militaires, la pénitentiaire. Donc là, si vous voulez, c'est pas un agent qui sort de son droit de réserve. C'est une façon de dire à tous ces professionnels
de la sécurité qui protège les Français toute l'année. On pourrait le faire avec les professionnels de la santé, ceux qui soignent les Français et qui votent largement pour le Rassemblement national. Eh bien, c'est une façon de leur dire de se mobiliser. Parce que si eux nous protègent, nous les soutenons dans... C'est pas de l'instrumentalisation de cette profession? Non, nous nous adressons à des professionnels. Vous savez, d'ailleurs, nous avons des professionnels qui viennent de la police sur notre liste. Je pense à la candidature de Mathieu Vallée, qui est un syndicaliste policier. Et nous leur disons que non seulement les intérêts de la France sont les mieux représentés avec la liste de Jordan Bardella, mais les intérêts également de ces professions sont les mieux représentés. Nous les défendons. Mais là, c'est pas laisser un doute sur la neutralité de la gendarmerie et leur devoir de réserve. La neutralité, elle est évidemment à titre individuel et tous les gendarmes respectent leur devoir de neutralité. Donc vous répondez rien à Christian André ou à Sébastien Lecornu, ministre des Armées, qui a aussi condamné votre tweet? On n'entretient pas de fausses polémiques. Il faut bien voir quelque chose. La situation de la France est suffisamment grave en matière économique, financière, de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat, pour qu'on ne soit pas dans des polémiques stériles. Je veux dire, nous, on est sur le fond. On propose des polémiques, des politiques publiques, pas des polémiques justement. On propose des politiques publiques. On propose une autre façon de faire la politique. Quand on travaille sur le pouvoir d'achat, on propose de sortir des règles du marché européen de l'électricité. C'est pour payer moins cher l'électricité. Sur la sécurité, d'ailleurs, au niveau national, je pense à la police, quand on propose qu'il y ait la possibilité pour la police d'avoir une présomption de légitime défense, c'est une façon aussi de changer l'organisation des choses. Donc vous ne retirez pas ce tweet? On ne le retire pas et on dit aux gendarmes, aux policiers, au monde de la sécurité globalement dans notre pays, votez pour nous, nous sommes avec vous, nous savons la difficulté. Qu'est-ce que vous dites au patron de la gendarmerie qui dit que ce message est inadmissible? Qu'il s'occupe de son boulot, voilà. Chacun fait ce qu'il croit devoir faire. Nous parlons aux Français et les gendarmes font partie des Français à qui nous nous adressons, que ce grand professionnel s'occupe de ses fonctions. Je pense qu'il le fait très bien par ailleurs. On va parler de votre meeting hier, dernier meeting du Rassemblement national. Marine Le Pen et Jordan Bardella ont pris la parole. Ils ont attaqué pendant de nombreuses minutes Emmanuel Macron. Pourquoi vous dénaturez à ce point cette élection, qui est une élection européenne et pas un référendum anti ou pro Emmanuel Macron? C'est aussi une façon de dire ce qu'on pense de la politique nationale. Vous savez, matin, midi et soir, tout au long de l'année, et quand je viens sur vos plateaux, c'est souvent le cas, on nous dit « Ah mais on ne peut pas faire ceci, l'Union européenne vous en empêchera. Vous devez faire cela, l'Union européenne vous y contraint. » Ça veut dire que l'impact des décisions prises par l'Union européenne dans notre vie quotidienne et dans les politiques qu'on mène au niveau national, il est extrêmement fort. Donc ça marche dans les deux sens. Bien sûr que l'enjeu européen, l'élection européenne, elle a un impact dans la politique nationale. Bien sûr que la politique nationale est liée, et on le voit sur les politiques agricoles, politiques migratoires, etc., a un enjeu, un lien avec la politique européenne. Donc oui, bien entendu, il faut se saisir du bulletin de vote Bardella pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec la politique menée par l'Union européenne de Mme von der Leyen et de ses alliés des Républicains et d'Emmanuel Macron, mais aussi pas d'accord avec la politique nationale que subissent les Français. Je rappelle que la première priorité des Français demeure le pouvoir d'achat. Qui parle du pouvoir d'achat dans cette campagne? Madame Hayet nous dit qu'il faut plus d'Europe, plus d'Europe. Il n'y a rien derrière ça. La LFI parle de Gaza. Nous, on parle des problématiques. Du pouvoir d'achat. Manon Brie parle du pouvoir d'achat. Social. D'ailleurs, Manon Brie demande régulièrement. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu défendre un ouvrier, Manon Brie. Hein. Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont également appelé plusieurs fois à la mobilisation. Il y a de la fébrilité au Rassemblement national de ne pas faire le 9 juin le score que vous donnent les sondages? Non, il y a simplement la lucidité de voir que c'est une élection qui, souvent, ne mobilise pas beaucoup plus, voire moins de 50% de l'électorat. Et donc, nous, on prend cette campagne au sérieux. On considère que c'est pour ça qu'on fait campagne, c'est pour ça que Jordan Bardella a fait des meetings dans toute la France, c'est pour ça que nos militants sont sur tous les marchés, ils sont d'ailleurs souvent un peu seuls, il faut bien le dire. C'est qu'on prend cette élection au sérieux et on sait que souvent, les Français s'en désintéressent. Donc nous, on veut faire... Quand vous appelez au vote utile à la non-dispersion des voix, c'est pas qu'une crainte de l'abstention. Non, mais si vous voulez, ça... C'est une crainte que face à de forts sondages, vos électeurs ne se mobilisent pas, se disant de toute façon c'est gagné, ça ne sert à rien d'aller voter. Quel est l'intérêt du vote utile? C'est de donner de la force à la première liste d'opposition. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt d'avoir un député zémouriste qui se balade ou un député LR de plus. Quand on voit ce que LR a fait, je veux dire, ils ont fait élire Ursula von der Leyen, ils ne sont jamais au rendez-vous du courage. Je veux dire, tout ça... C'est pour ça que Xavier Bellamy n'est pas pour Ursula von der Leyen. Oui, d'accord, mais enfin, ses amis le sont. Les amis du groupe dans lequel il siège le sont.
l'opposition, donc si vous voulez, il peut dire le contraire de ce que ses amis font au Parlement européen. Non, il faut donner de la force à l'opposition. Il faut, je le redis, envoyer un signal électoral très fort, un signal politique très fort. Emmanuel Macron lui a envoyé un carton rouge immédiatement. Donc pour cela, il faut que les électeurs se mobilisent. Et moi je dis aux Français, il n'y a pas d'abstention, il n'y a qu'un tour. Donc on peut et on doit se mobiliser uniquement dimanche prochain. Il y a un seul tour, il y a un seul vote. C'est la liste de Jordan Bardella. Et c'est la seule qui, quelque part, a un discours clair d'opposant à Emmanuel Macron. En dessous de 30%, vous le vivriez comme un échec? Non, au-dessus de 22%, on le vivra comme une victoire. C'est-à-dire que la dernière fois, on a fait 22%. Tout ce qui nous C'est-à-dire si vous faites 23 ou 24 alors que les sondages vous donnent 33-34, ce serait une victoire pour vous? Non, mais tout ce qui fait mieux que la dernière fois, que ce soit en chiffres de résultats ou que ce soit en nombre de députés envoyés, sera donc par conséquent un progrès. Et tout ce que les autres feront moins, sera une régression. C'est comme ça. Et on compare une élection européenne à une élection européenne. Nous, on est des gens très rationnels. On ne se lance pas dans des comparaisons avec la présidentielle, avec je ne sais trop quelle élection ou avec les législatives. Une élection européenne se compare à une élection européenne. On a fait, je crois, 22,5 ou 23 la dernière fois. Eh bien, écoutez, nous allons, je l'espère, tangenter les 30%. Jordan Bardella, entre autres propositions et entre autres discours, il fustige le choix de l'Union européenne d'interdire les ventes de véhicules à moteur thermique, voitures neuves à moteur thermique en 2035. Les voitures électriques, pour votre territoire, ce sont des milliers d'emplois dans votre département du Nord, dans la région des Hauts-de-France. Vous êtes quand même d'accord avec lui sur ce point? Mais oui, mais parce que ça fragilise, si vous voulez, notre industrie. Il ne faut pas se rendre... Ça crée des millions d'emplois sur votre des milliers d'emplois sur votre territoire. Mais il ne faut pas se rendre dépendant des autres. Et si vous voulez, la fin du moteur thermique pour 2035, d'abord, elle est très difficile à accepter pour des Français qui ont un pouvoir d'achat qui a nettement ralenti. Je me rappelle d'une dame qui témoignait dans un débat récent auprès des candidats à l'élection européenne et qui disait, moi, mon pouvoir d'achat, je gagne 1 200 € par mois, je fais des ménages, je ne peux pas, je dois me serrer la ceinture. Et Valérie Ayé lui répond, vous n'avez qu'à acheter, madame, une voiture électrique. Quand cette dame, elle, avait pour angoisse le contrôle technique, le passage du contrôle technique. Donc, vous voyez, on ne peut pas aller à marche forcée parce que d'un côté, il y a une problématique de pouvoir d'achat. Les Français n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules à 30 ou 40 000 €. Et puis, de l'autre côté, il ne faut pas se rendre dépendant. Évidemment, les voitures électriques... Mais pardon, Sébastien Chenu, mais s'il y a une usine s'il y a 4 usines même qui vont être lancées en France et qui sont d'ailleurs déjà lancées en France pour la plupart d'entre elles, et notamment, je le répète, sur votre territoire. C'est bien pour qu'on ne soit pas dépendant de la Chine. Oui, d'accord, mais enfin, on devient dépendant à travers les matériaux que peut nous fournir la Chine. Moi, je pense qu'il faut aller évidemment vers l'électrique, mais pas seulement. Il faudrait aussi aller vers l'hydrogène, mais il ne faut pas le faire à marche forcée avec des oukases de l'Union européenne. Attention à ce qui paraît être une bonne nouvelle aujourd'hui et qui, dans quelques années, pourrait se transformer en un véritable cauchemar. Si, comme on suit Jordan Bardella, l'Union européenne revient sur ce choix, est-ce que ça ne va pas condamner les emplois qui sont en train d'être créés chez nous? Non, mais pas du tout. Ça n'empêche pas de construire des usines. Ça n'empêche pas de construire. D'ailleurs, nous, on est pour la réindustrialisation du pays. Vous savez qu'elles sont construites parce qu'il y a cette interdiction et que du coup, il va y avoir un boom de la voiture électrique. Non, mais l'accompagnement, le problème, si vous voulez, c'est que l'Union européenne, en fait, n'accompagne pas des politiques ou des objectifs qui pourraient être raisonnables. C'est qu'elle, à marche forcée, parce qu'elle est idéologue, elle cherche à pousser les Français, les Européens, dans des directions qu'ils ne peuvent pas forcément assumer. C'est pareil en matière d'agriculture. On se dit bien sûr qu'il faut aller vers une agriculture saine, responsable, etc. Mais la décroissance, la marche forcée vers la décroissance, la multiplication des normes, c'est tuer au final notre agriculture. Dernière question sur les européennes, Fabrice. Oui, comme le disait Oriane, vous êtes assez porté par les sondages sur cette dernière ligne droite. Est-ce que, comme l'a fait Giorgia Meloni en Italie, vous ne regrettez pas finalement que ce ne soit pas Marine Le Pen qui ait porté cette liste? Ça aurait été pour elle, même si vous ne faites pas de confusion entre les scrutins, ça aurait été quand même une marque de courage dans la perspective de 2027. Non, si vous voulez, Marine Le Pen d'abord est présidente de notre groupe à l'Assemblée nationale et je pense qu'elle a démontré avec les 87 autres députés du Rassemblement national la nécessité de faire entendre une voix forte à l'Assemblée au milieu d'un océan de nullité macroniste ou de dinguerie d'extrême gauche. Donc on a besoin de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale. Nous, on a désigné Jordan Bardella, qui est le président de notre parti politique. Et je vous rappelle que pendant des années, c'était les présidents des partis politiques qui se collaient à l'élection européenne. On a eu des Michel Rocard, on a eu des Laurent Fabius, on a eu des Robert
Bayrou, etc. Mais aujourd'hui, si vous voulez, les autres désignent des candidats qui ne parlent pas aux Français, totalement inconnus, qu'on découvre, et parfois qu'on aurait aimé ne pas découvrir. Je pense que pour Mme Hayet, c'est plutôt un supplice que d'y être allé en service commandé. Elle est présidente du groupe Renaissance au Parlement européen. Oui, on a découvert ça d'ailleurs, c'est intéressant. On peut se dire qu'il y a une forme de légitimité à être candidate aux européennes. Qu'il y ait une légitimité, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas envoyé leur numéro 1, et c'est vrai que nous apparaissons avec Jordan Bardella nous paraissons occuper tout l'espace parce que nous avons une personnalité politique de premier plan. Mais ça montre aussi, quelque part, l'importance qu'on donne à cette élection européenne. Si nous, on envoie le président de notre parti politique, c'est qu'on considère que c'est une élection importante. Si eux envoient des numéros 2, des numéros 3, des numéros 50, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas trouvé mieux, et surtout, ils ne trouvent pas ça si important que cela. Donc, Sébastien Chenu, c'est important, mais l'objectif de Jordan Bardella, c'est d'être Premier ministre en 2025, donc de partir à mi-mandat. C'est que c'est pas si important que ça pour lui, le Parlement européen. Il y a deux choses. Nous, on considère cette élection importante. On envoie le président de notre parti politique. Les autres envoient des gens totalement inconnus. Et puis après, il y a la politique nationale. Tirer les conséquences de cette élection européenne. Mener le combat ici contre Emmanuel Macron. La motion de censure que je vais défendre cet après-midi au nom du Rassemblement national peut nous permettre, si les autres ont un peu de courage ou sont pas trop sectaires, de renverser ce gouvernement. Les sectaires de la gauche et puis ceux qui ont toujours manqué de courage chez LR. Donc s'ils ont cet éclair de lucidité... Donc vous les appelez encore ce matin, les LR et la gauche, à voter votre motion de censure? Bien sûr, je leur dirais, soyez des gens libres. Pensez à vos électeurs à qui vous dites matin, midi et soir que vous êtes l'opposition, mais lorsque vous arrivez à Paris, vous refusez de faire vaciller le gouvernement d'Emmanuel Macron. Il y a cette possibilité-là. Eh bien, je leur dis... ça ne nous engage pas davantage. Ça ne nous engage pas à demain travailler à un accord de gouvernement, ni avec LFI, ni forcément avec vous allez voter la motion de censure de LFI, alors que vous les fustigez. Vous venez de parler d'un gris d'extrême gauche. C'est pas un peu contradictoire? Mais non, parce que nous utilisons tous les moyens que la Constitution nous donne pour essayer de faire tomber ce gouvernement qui fait tant de mal aux Français et qui prépare la purge. Parce que ce qu'on voit avec la réforme de l'assurance chômage, c'est l'apéro. Il faut bien voir que le plat de résistance arrive après, que les Français, ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, on le voit avec les chômeurs, ou ceux qui voudraient travailler, vont être durement impactés par la purge qui se prépare. Qu'est-ce que vous allez dire cet après-midi, puisque c'est vous qui allez défendre la motion de censure? Je vais expliquer d'abord combien ce gouvernement a menti aux Français, combien leur insincérité, au-delà de leur incompétence, amène à la situation catastrophique que nous connaissons en matière de finances publiques. Je vais leur dire qu'il y a des voies pour faire autrement. Marine Le Pen a fait des propositions, je reviendrai dessus, et puis je vais appeler évidemment au courage politique. Un dernier mot, puisque l'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note de la France vendredi soir. Bruno Le Maire peut se maintenir à son poste? Bruno Le Maire c'est un non-sens que Bruno Le Maire, qui entre deux romans s'occupe des finances de la France, soit maintenu ministre de l'économie avec des résultats pareils. Donc vous allez demander sa démission? Non, mais c'est même plus une histoire de démission. La décence voudrait que lorsqu'on présente des comptes pareils et lorsqu'on ment sur les chiffres, on ne puisse pas continuer à abîmer à ce point les finances de notre pays. Donc mais nous, on n'a pas eu besoin, si vous voulez, on n'a pas besoin de Standard & Poor's pour savoir que la situation est catastrophique. Moi, dans ma circonscription, à Denain, les gens, ils n'ont pas besoin d'une agence de notation pour comprendre que ça ne va pas, les finances publiques. Mais vous demandez sa démission ou vous comptez sur sa démission? Non, mais nous demandons, et la motion de censure, nous demandons la démission de l'ensemble du gouvernement. Merci Sébastien Chenu. Et on suivra en direct sur notre antenne ces motions de censure. Ce sera à partir de 13h30. Merci beaucoup. Merci d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. Merci, à lundi prochain. Non, dans 15 jours. Dans 15 jours. Oui, parce que lundi prochain, il y aura une spéciale. Résultat des élections européennes. On en parle justement de ces élections européennes tout de suite dans le club.